Bonjour, on est rendu au cours 9. Donc aujourd'hui, on va continuer un peu à parler des accélérations, des mouvements. On va aussi faire beaucoup de parallèles avec les graphiques du mouvement. Donc, entre autres, on va parler aussi du mouvement rectiligne uniforme. Donc, quand vous voyez les abréviations MRU, c'est pour mouvement rectiligne uniforme. Donc, rectiligne veut dire en ligne droite. Uniforme veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Euh, Puis ensuite aussi MRUA, ça c'est mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, un mouvement en ligne droite qui a une accélération constante. OK, alors on va commencer par faire quelques exemples là, avec des graphiques. Donc, en premier, on va regarder le graphique que vous voyez à l'écran qui représente la position en fonction du temps pour un objet. Alors, on voit différentes positions. Puis l'axe donc vertical, c'est la position en mètres, puis en X, on a le temps en secondes. On demande pour première question, déterminer le déplacement entre le temps 0 et le temps 6 secondes. Donc, on a vu deux façons de calculer un déplacement, soit en additionnant des déplacements successifs ou encore en faisant la variation de la position. Ici, on va faire la variation de la position parce qu'on peut facilement aller lire la position finale et la position initiale. Donc, le déplacement va être calculé comme la position finale moins la position initiale. Alors, à la fin du mouvement, au temps 6 secondes, la position est de 2 mètres. Et la position initiale à 0 secondes, c'est 1 mètre. Donc, 2 moins 1, on a un déplacement de 1 mètre. Le fait que vous vous rappelez qu'un déplacement peut avoir un signe positif ou négatif. Donc, comme c'est positif, ça indique que le déplacement s'est fait de 1 mètre vers la droite ou encore, on peut dire, vers l'axe des X positifs. Maintenant, en B, on demande la distance parcourue. Pour la distance parcourue, il faut vraiment aller regarder la trajectoire de l'objet. Donc, il faut plus suivre un peu qu'est-ce qu'il a fait, comment sa position s'est modifiée pendant tout le temps. Donc, on s'intéresse plus seulement au point initial et final. Fait qu'on peut constater que l'objet est parti de la position 1 mètre. Ensuite, il s'est déplacé jusqu'à la position 3 mètres. Donc là, il avait augmenté sa position de 2 mètres. Là, il est resté au même endroit pendant un certain temps, puis ensuite, il est revenu à la position 2 mètres. Fait que si on traduit ça ici comme calcul, on va avoir premièrement une augmentation de 2 mètres pour passer de 1 à 3 mètres comme position. Puis ensuite, une autre augmentation de 1 mètre quand que la personne ou l'objet est passé de 3 mètres comme position à 2 mètres. Je vous rappelle que la distance est toujours positive et c'est des valeurs absolues de petits déplacements. Là. Donc, c'est toujours cumulatif. Fait qu'ici, on a une distance, totale de 3 mètres qui est parcourue. Maintenant, si on demande quelle est la vitesse vectorielle moyenne, donc on a déjà fait presque tout le travail pour calculer ça. Parce que en A, on a déterminé le déplacement. Je viens de reculer ici. Donc, vous voyez, le déplacement était de 1 mètre. Alors, on va utiliser ça pour la question C parce que la vitesse vectorielle moyenne, c'est par définition la variation de la position ou encore le déplacement sur le temps écoulé. Donc ici, on a trouvé comme déplacement en A 1 mètre. On divise par l'intervalle de temps qui était un total de 6 secondes, puis on obtient la vitesse vectorielle moyenne de 0,17 mètres par seconde. Maintenant, on demande une question un peu différente. Donc, si on compare, là, tantôt c'était en C, la vitesse vectorielle moyenne, c'était sur un échantillon de temps, là, ça passait de 0 à 6 secondes. C'était sous-entendu parce qu'on ne spécifiait pas de temps précis ou un intervalle. Maintenant, en D, on demande la vitesse à un temps précis, au temps 1 seconde. Donc, 1 seconde, ça se produit au début du graphique. Comment on va aller trouver la vitesse à ce moment-là? On ne peut pas juste la lire, parce que si on lit sur l'axe vertical, ce n'est pas une vitesse qu'on a, c'est plutôt une position. Ce que ça va nous prendre ici, c'est le calcul de comment varie la position en fonction du temps pendant tout l'intervalle ici là, de 0 à 3 secondes. Pendant cet intervalle-là, comme la pente est constante dans le graphique, ça veut dire que l'objet a la même vitesse, donc une vitesse constante. Fait qu'on peut utiliser une paire de points sur le long de cette droite-là qui va nous permettre de calculer la pente. La pente, ça se trouve à être la pente du graphique de la position en fonction du temps, ça se trouve à être la vitesse.
Donc, si j'y vais avec le calcul, la pente ici, je vous rappelle que vous allez faire la variation sur l'axe des Y divisé par la variation sur l'axe des X. OK? Ça, c'était la définition générale d'une pente. Je vais l'écrire ici. Delta Y divisé par delta X. OK? Ça veut dire on fait Y final moins Y initial divisé par X final moins X initial. Parce qu'on a devant le Y et le X le symbole delta. Maintenant, ça, vous avez peut-être vu quelques cas simplifiés où est-ce qu'on pouvait juste diviser la position en mètres par le temps en secondes pour juste un point. Ça va fonctionner seulement quand une droite passe par 0, 0. Ici, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment utiliser un point initial et final. Là, on va aller prendre des points qui arrivent juste là. C'est plus précis pour faire le calcul. On n'est pas du tout obligé d'utiliser le point qui passe par le temps 1 seconde tant qu'on est dans la même droite. Donc, mon point, la position Y finale, ça va être le point qui est le plus tard, donc 3 mètres. La position initiale de mon intervalle, c'est 1 mètre. Donc, je fais finalement initial ici au numérateur pour les Y. Puis après ça, j'y vais avec la valeur des X finale. Le temps final de mon intervalle, c'est 3, moins le temps initial de 0. Donc là, 3 moins 1, ça fait 2, divisé par 3. On obtient comme vitesse au temps 1 seconde, mais aussi n'importe quand entre 0 et 3 secondes, la vitesse est de 0,667 mètres par seconde. À noter que quand on a une vitesse positive, ou encore une fois dans notre graphique, une pente qui est positive, donc qui monte, c'est un objet qui se déplace dans le sens positif de l'axe, donc vers la droite. Maintenant, on demande trouver la vitesse au temps 3,5 secondes. Donc, c'est la même approche ici. C'est un temps précis. 3,5 secondes se trouve à être ici pendant la section qui est plate dans notre graphique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Techniquement, on n'aurait pas besoin de faire de calcul, mais on peut faire le calcul, je vais le montrer après. Mais on voit bien ici que pendant l'intervalle entre 3 et 4 secondes, ben, la position demeure 3 mètres. Donc, il n'y a pas de vitesse, ça ne bouge pas. OK? Mais si, disons que vous ne le réalisez pas, vous pouvez quand même appliquer le même calcul que tantôt. Vous allez utiliser que la vitesse, c'est la pente d'un graphique de la position en fonction du temps. Donc, ici, notre intervalle peut aller de 3 à 4 secondes. On va aller calculer la pente de ça. On va faire la variation des Y sur la variation des X sur l'intervalle. Mais en Y, ben, la position finale, Y, c'est, ben, ici, c'est 3 mètres, puis initial, c'est 3 mètres. Donc, au numérateur, on va avoir 3 moins 3, 0. Ensuite, au dénominateur, ben, ça n'a pas trop d'impact, mais ce serait 4 moins 3. Mais 0 divisé par n'importe quoi donne 0, donc il n'y a pas de vitesse. L'objet ne bouge pas. Il reste à la position 3 mètres. Ensuite, on demande la vitesse au temps 5 secondes. Donc, ben là, je pense que vous commencez à être habitué à l'approche. On va aller chercher la pente sur l'intervalle pendant lequel la pente est constante. Ici, on peut utiliser n'importe quel point entre 4 et 6 secondes. Techniquement, même le point à 5 secondes il est précis, donc on pourrait le prendre. Là, je vais utiliser plutôt comme valeur finale ici au temps 6 secondes et comme valeur initiale au temps 4 secondes. Donc, la position finale, on fait delta Y au numérateur. Donc, sur l'axe Y à la fin c'est le temps qui est le plus tard, j'ai 2 mètres. Puis là, je soustrais la position initiale qui était à 4 secondes, donc j'ai 3 mètres. Donc, 2 moins 3. Et ensuite, je divise par le temps final 6 moins le temps initial 4. Ça me donne une pente, une vitesse négative, moins 0,5 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que l'objet se dirige vers la gauche ou vers l'axe, le sens contraire de l'axe positif de X. OK? OK, maintenant, on va changer de graphique. Là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'on est allé chercher sur un graphique de la position par rapport au temps. Maintenant, on va aller examiner un graphique de la vitesse par rapport au temps. Donc, j'ai une fonction de vitesse ici qui change par intervalle de façon un peu saccadée. Là. On a pendant 3 secondes une vitesse de 5 mètres par seconde. Puis là, tout à coup, on a une vitesse de 0 mètres par seconde entre 4 et 5 secondes. Puis après ça, on a une vitesse négative pour le reste. On demande quelle est la vitesse au temps t égale 1 seconde. Donc là, tantôt, on allait chercher des vitesses en faisant la pente.
mais ça, c'est quand on a un graphique de la position en fonction du temps. Ici, la vitesse, elle peut être lue directement. OK? Donc, c'est vraiment une lecture directe sur le graphique. On va à la valeur t égale 1 seconde, puis on lit que notre vitesse est de 5 mètres par seconde. Elle est positive, ça veut dire que l'objet s'en va vers la droite. Maintenant, si on demande la vitesse à 4 secondes, ben, par lecture directe, on obtient que la vitesse est nulle. OK? Puis, ça veut dire que l'objet est immobile entre 3 et 5 secondes, là, donc ici à 4 secondes. Maintenant, la vitesse à 7 secondes. Bien, ici, à 7 secondes, on est rendu avec une vitesse de valeur négative de moins 3 mètres par seconde. Donc là, l'objet, il est en train de se diriger vers la gauche. Maintenant, on va aller voir d'autres choses qu'on peut aller chercher. On n'est pas limité à lire des vitesses sur un graphique vitesse en fonction du temps. Je vais vous montrer un truc qui est probablement nouveau pour vous. C'est qu'il est possible d'aller chercher un déplacement ou une distance parcourue sur un graphique de vitesse en fonction du temps. Il existe un truc qu'on va utiliser assez souvent dans le cadre du cours. Donc là, on demande en D, calculer la distance parcourue entre 0 et 8 secondes, donc sur toute la fonction. Le truc dont je vous parle, c'est qu'on peut aller calculer l'aire sous la droite. Okay? Je vais mettre ici, entre guillemets, sous la droite parce que c'est pas toujours en dessous. Okay? C'est une expression, là, mais en fait, c'est aller calculer l'aire qu'on a sur une section ici entre notre fonction, qui est là, puis notre axe du temps. Donc, aller chercher l'aire de la portion qui est là. Ça nous donnerait le déplacement entre 0 et 3 secondes. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que de calculer une aire, ça donnerait un déplacement. Ça, c'est des mètres. Alors qu'une aire, vous êtes habitué d'obtenir, mettons, des mètres carrés avec ça. C'est un truc mathématique qu'il faut comprendre ce qu'on fait ici. C'est que si on a un rectangle et on calcule l'aire, ici, on va faire comme, pour le premier rectangle, on va faire 5, la hauteur du rectangle, mais c'est des mètres par seconde. Fait que je fais la hauteur fois la base. La base ici est de grandeur 3 secondes. Voyez-vous, les unités ici, si je simplifie puis je fais mon calcul, bien sûr, j'obtiens 15, mais quelles sont les unités? Mes secondes s'annulent, j'obtiens des mètres. Fait que c'est pas une surface qu'on trouve à calculer dans un graphique de vitesse en fonction du temps quand on fait l'aire. On calcule vraiment une valeur en mètres. Donc, si je fais l'aire sous la droite, ici, j'ai déjà trouvé que la première portion des 3 premières secondes, l'objet a parcouru 15 mètres. Maintenant, si je veux la distance parcourue au total, il n'y aura pas d'aire à calculer entre 3 et 5 secondes parce qu'il n'y a aucune différence entre ma fonction et l'axe du temps. Par contre, entre 5 et 8 secondes, là, la fonction est rendue sous l'axe du temps. Donc, là, comme je disais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est entre guillemets l'aire sous la droite parce que notre droite est ici. Mais là, cette fois, quand elle est dans les négatifs, on va faire l'aire par-dessus la droite. OK? Encore une fois, on y va avec un rectangle. Donc, ici, on a un rectangle de hauteur. OK? Si je prends, là, je vais prendre en valeur absolue. OK? La raison, c'est que ce qu'on demande, c'est la distance. La distance, je vous rappelle qu'elle est toujours cumulative. Fait que même si je suis dans les négatifs, je vais juste considérer ici que ça, c'est un segment de dimension 3 mètres. OK? Donc, 3 mètres fois, par seconde, excusez. Ce sont des vitesses. 3 mètres par seconde fois ensuite. Combien de mètres, combien de secondes, voyons, je commence à être mélangé. Là, le temps écoulé, c'est de 5 à 8 secondes. Ça, c'est 3 secondes. OK? Donc, 3 mètres par seconde fois 3 secondes, ça donne 9 mètres. C'est ce que vous voyez ici, là, dans le calcul de la distance. Donc, le premier rectangle, 3 fois 5. Ensuite, le milieu qui est de 0, là, parce que ça ne bougeait pas, puis c'était une superposition ici de notre fonction et de notre axe du temps. Puis le dernier rectangle qui est 3 fois 3. Donc, on obtient ici une distance de 24 mètres au total. L'objet a parcouru 24 mètres. Maintenant, à la question D.
on veut calculer le déplacement entre 0 et 8 secondes. Donc, là, on va y aller de façon très similaire à ce qu'on vient de faire pour la distance. Seulement, pour les déplacements, on va additionner des déplacements pour chacune des sections dont on peut calculer l'aire, mais on va tenir compte du signe. Donc, ici, on va tenir compte du fait que c'est moins 3 mètres par seconde, la hauteur, fois la largeur qui est de 3 secondes. Donc, la différence principale ici avec la question précédente, c'est qu'on va obtenir moins 9 mètres pour la portion ici qui est où la fonction est sous l'axe du temps. Donc, pour le reste, c'est identique. Là, au début, c'était des positifs de toute façon. Donc, on va avoir 3 fois 5, le 15 mètres pour les 3 premières secondes, suivi du moins 9 mètres pour les temps 5 à 8 secondes. Donc, le déplacement n'est vraiment pas pareil à la distance parcourue. C'est ici équivalent à 6 mètres. Remarquez encore une fois que vu que le déplacement est positif, ça veut dire que le point final est plus grand, la position est plus grande que le point initial. Donc, ça s'est déplacé vers la droite. Maintenant, quelle est la vitesse vectorielle moyenne entre 0 et 8 secondes? Donc, encore une fois, comme tantôt, quand on arrive à la vitesse, souvent, c'est qu'on nous a déjà fait calculer les déplacements ou les distances avant. Donc, vitesse vectorielle moyenne, c'est à partir du déplacement. Le déplacement calculé par rapport au temps. On a déjà notre déplacement, on vient juste de le calculer. Donc, on va prendre notre 6 mètres qu'on a obtenu pour le déplacement. On va diviser par l'intervalle de temps qui est de 0 à 8 secondes. Et on obtient comme vitesse vectorielle moyenne 0,75 mètres par seconde. OK. Fait que ça fait le tour un peu pour les approches des graphiques. Fait que si on récapitule, là, graphique de la position en fonction du temps, on peut aller lire la position dessus. Donc, on peut aller chercher aussi position finale moins initiale, un déplacement. On peut aller chercher la vitesse dans un graphique position en fonction du temps en faisant la pente. Par contre, pour un graphique de vitesse en fonction du temps, si on veut la vitesse, on va juste lire directement sur notre axe. Et si on veut le déplacement ou la distance parcourue, on utilise l'aire entre notre fonction et l'axe du temps. Maintenant, je veux parler de deux types de mouvements qui sont un peu classiques puis qu'on va voir, qu'on va étudier dans le cadre du cours. Premièrement, il y a le mouvement rectiligne uniforme. Alors, le mouvement rectiligne uniforme, donc, comme on a dit, est en ligne droite et il se fait à vitesse constante. Si on regarde les graphiques typiques d'un mouvement rectiligne uniforme, on va avoir ceci, OK? Donc, premièrement, je vais y aller comme à reculons. Si le mouvement est uniforme, rectiligne uniforme ou MRU, c'est qu'il n'y a pas d'accélération. Donc, le graphique de l'accélération, c'est à 0 tout le temps. Si le mouvement est rectiligne uniforme puis qu'il n'y a pas d'accélération, notre vitesse est constante. Donc là, j'ai mis n'importe quelle valeur. Ça pourrait même être une vitesse négative, mais vous voyez qu'on a un plateau. Elle est constante. Puis, dans ces conditions-là, ce qu'on va avoir comme graphique de la position en fonction du temps, c'est une position qui va soit augmenter si notre vitesse est positive, parce que la vitesse, c'est la pente ici. Donc, c'est une droite. Ça pourrait être aussi une droite qui descend, donc une position qui diminue si la vitesse était dans les négatifs. Maintenant, en comparaison, s'il y a une accélération constante, donc une valeur qui n'est pas zéro, voici les graphiques qu'on va avoir. Okay? Donc, l'accélération, ici, j'ai pris un exemple avec une accélération positive constante. Alors, quand l'accélération est présente, la vitesse n'est plus un plateau. La vitesse va changer. Dans le cas ici, si l'accélération est positive, la vitesse ici va augmenter. Donc, on va avoir une pente positive pour la vitesse. Je n'ai pas encore parlé, mais c'est parce que l'accélération représente la pente de la vitesse. Ce qu'on avait vu tantôt, c'était que la vitesse, elle, représentait la pente de la position. Okay? Maintenant, si la vitesse augmente uniformément, c'est que notre position ici, elle va augmenter, mais pas en termes de droite. Elle va faire une section de parabole. La raison, c'est qu'on va avoir ici, quand la vitesse est plus petite, une pente plus faible. Puis après ça, à mesure que la vitesse augmente, une pente plus prononcée. La position, autrement dit, va changer de plus en plus rapidement. OK? Fait que ce qu'on retient là, c'est que si on veut distinguer à partir d'un graphique, est-ce qu'un mouvement est MRU ou MRUA? Si un mouvement est un MRU,
l'accélération est 0. La vitesse, c'est un plateau. La position, c'est une droite. Si le mouvement, c'est un MRUA, l'accélération n'est pas 0. La vitesse, est une droite et la position est parabolique. Maintenant, vous avez à la page 60 dans votre livre des équations qui vous permettent de faire des calculs avec des mouvements qui ont une accélération qui n'est pas 0. Quand l'accélération était 0, on avait vu juste deux équations là, du mouvement. C'était la vitesse qui est égale à soit la distance sur le temps ou le déplacement sur le temps. Mais quand il y a accélération, on a 4 options de équations. À remarquer qu'on a déjà vu cette équation-là. À remarquer que vous l'avez vue dans les cours précédents. Donc, c'est la définition de l'accélération. L'accélération, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc, on pourrait dire la variation de la vitesse ici. Puis, on divise par l'intervalle de temps. OK? C'est juste réécrit différemment ici. On a isolé le V final dans l'équation. Mais il existe 3 autres équations qu'on peut utiliser. À remarquer ici que la colonne de droite, c'est les mêmes équations qu'on a à gauche. La différence, c'est que dans la version qui est à gauche, on a séparé le déplacement delta x comme position finale moins position initiale. Puis là, on est allé remanipuler l'équation. Fait qu'on peut aussi réécrire ces équations-là où est-ce que les variations comme variation de position, déplacement est écrit tout ensemble. Puis même ici, on a réécrit le delta V dans la définition de l'accélération, vitesse finale moins vitesse initiale, on l'a mis ensemble. OK? Mais bref, vous pouvez choisir la version que vous préférez, là, soit la version à gauche ou à droite. Puis des fois, ça peut dépendre si on vous donne des positions distinctes pour au début et à la fin. Vous allez pouvoir utiliser peut-être plus la colonne à gauche. Mais si ce qu'on vous donne, c'est un déplacement, vous allez privilégier la colonne de droite. Donc, on va faire un exemple avec ça. C'est à la page 72 dans votre livre, le numéro 9. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on a une voiture qui traverse une région boisée à la vitesse de 40 km/h. Soudain, la conductrice aperçoit un cerf immobile au milieu de la route à exactement 20 mètres devant elle. Donc, elle a 20 mètres pour s'arrêter. Elle applique immédiatement les freins, produisant une décélération de 3,8 mètres par seconde carré. La voiture s'immobilisera-t-elle avant de toucher le cerf? Donc, ce qu'on va faire, il y a différentes approches ici, mais moi, j'ai choisi qu'on va calculer le déplacement que doit faire l'auto avant d'arriver à une vitesse de 0, donc s'immobiliser complètement. Si jamais ce déplacement-là est plus grand que le 20 mètres qui la sépare du cerf, bien là, elle va foncer dans le cerf. Puis si c'est plus petit que le 20 mètres, bien, elle va être correcte, elle va pouvoir s'arrêter avant. On va résumer qu'est-ce qu'on a comme information. Okay? On cherche le déplacement. On a la vitesse initiale, c'est 40 km/h. Là, je l'ai transformé en mètres par seconde parce qu'après ça, je vais travailler avec une décélération qui est en mètres par seconde carré. Puis, je vais comparer aussi aux 20 mètres. Donc, remarquez qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fois 1000 pour avoir 40 000 mètres divisé par 3600 secondes. 3600 secondes par heure. Ou encore, ça revient à diviser par 3,6. Okay? J'obtiens la vitesse initiale qui est de 11,1 mètres par seconde. Là, l'accélération, on nous dit que c'est une décélération. J'ai donc mis une valeur négative. La raison, c'est que si ma vitesse est positive, donc par défaut, quand on ne donne pas d'informations spatiales, on va dire la vitesse est positive. Mais là, si ça freine, il faut que le sens de l'accélération s'oppose à la vitesse. Donc, j'ai pris un signe contraire. Puis, enfin, on sait qu'on veut parvenir à une vitesse finale de 0 parce que le déplacement qu'on veut, c'est combien ça prend de mètres pour qu'elle s'immobilise. Là, je vais aller voir mes équations, ma liste d'équations de la page 60. Je vais regarder. Dans le fond, là, moi, ce que je fais, c'est que je vais par élimination. On a les données qu'on a écrites ici dans les mouvements MRUA, mais on a aussi une autre variable qu'on va parfois utiliser, c'est le temps écoulé. Fait que là, je remarque que je ne travaille pas avec le temps écoulé. Je n'ai pas le temps écoulé dans les informations, puis je ne le cherche pas. Fait que là, je vais aller chercher l'équation.
c'est laquelle qui n'a pas le temps dedans. Fait que là, je regarde ici, puis là, je veux le déplacement, fait que je vais regarder la colonne de droite. Fait qu'il y a le temps dans la première, il y a le temps dans la deuxième, il y a le temps dans la troisième. C'est la quatrième ici qui n'a pas le temps. J'ai toutes les informations ici qui m'intéressent. J'ai la vitesse finale que je vais pouvoir mettre dedans, vitesse initiale, l'accélération, puis je vais pouvoir obtenir le delta x. Donc, j'utilise cette équation-là ici avec les vitesses au carré. Donc, quand on met au carré, n'oubliez pas, bien là, ici, il n'y a pas de valeur négative qu'on va mettre au carré, mais si vous avez une valeur négative, bien, quand vous le faites sur la calculatrice, mettez-le comme entre parenthèses, parce que, en tout cas, le négatif doit disparaître quand on met, mettons, moins 2 au carré, ça devient 4, OK? Donc, ici, ma vitesse finale était de 0 parce que ça s'arrête. Ma vitesse initiale, elle est de 11,1. Donc, j'ai ça au carré. Puis, ensuite, c'est plus 2 fois... Donc, j'ai mis une parenthèse ici pour ne pas confondre avec une soustraction. C'est vraiment un produit. Fois moins 3,8 mètres par seconde carrée fois le déplacement. Là, je dois isoler le déplacement. OK? Il faut que j'isole ceci. Il y a un multiplié là, OK? Donc, quand on travaille avec des fonctions comme ça, algébriques à isoler, les morceaux qui sont pris par des multiplications sont comme un petit peu plus soudés ensemble. On va les traiter plus tard, OK? Là, c'est comme si on a une somme de plus 11,1 au carré plus quelque chose d'autre. J'ai commencé par faire le calcul de la valeur ici, 11,1 au carré. Puis, j'ai combiné même, OK, 2 fois moins 3,8. Ça devient moins 7,6. Ça devient plus moins 7,6, mais ce qui est équivalent à moins 7,6. Et additionner 7,6x de chaque barre. OK? Donc, si j'additionne 7,6x de chaque barre, bien, il n'est plus présent à droite. Puis, à gauche, je me retrouve avec cette valeur-là. Maintenant, pour isoler delta x, le déplacement, il ne me reste plus qu'à diviser de chaque côté par 7,6. Et là, j'obtiens que ça va nécessiter 16,25 mètres pour s'arrêter. Donc là, on pourrait répondre à la question, OK? La voiture va bien s'immobiliser avant d'atteindre le chevreuil, donc il n'y aura pas d'accident, heureusement. OK? Parce que la personne avait 20 mètres. OK, donc voici les tâches à compléter pour aujourd'hui. À noter que j'ai mis des indications là, dans les numéros qui sont à faire. OK? Par exemple, les pages 54-55, le numéro 2, j'ai dit on saute le C. Puis D, faites seulement jusqu'à 40 minutes dans le graphique. Puis j'ai mis des indices pour la question 3. OK? Puis aussi pour la question 6 des pages 68 et 73. Donc attention de bien lire ça avant de faire les exercices. Ça devrait vous aider. Fait que ça va être suivi des solutions ici. OK? Et puis, ça va être tout pour le cours d'aujourd'hui.